Donc, Carlo Gigli, tu es diplômé de l'Université Politecnico de Milan, où tu as reçu ton diplôme de master en nanotechnologie pour les technologies de l'information et des communications en 2016, si je ne m'abuse. À noter que tu as effectué deux Ouais. séjours de 6 mois durant ce master, un à l'Université Paris 7 et l'autre à l'EPFL. Tu as ensuite effectué ta thèse à l'Université de Paris sur le sujet des métasurfaces non linéaires. C'est une thèse que tu as soutenue en 2021. Depuis septembre 2021, tu es postdoc à l'EPFL et tu es co-auteur d'une douzaine d'articles scientifiques, ce qui est déjà remarquable pour une carrière qui a démarré si récemment. Et on est très heureux de t'accueillir aujourd'hui pour ce second webinaire et je te laisse la parole pour que tu nous présentes ta revue de presse sur l'article du jour. Merci Alex pour, pour l'introduction et pour l'invitation d'ailleurs. Tu vois mon écran ou Oui, pas c'est encore? parfait. Bien, ok. Je vais ouvrir tout coup le webinaire d'aujourd'hui sur les contrôles de la propagation de la lumière avec des métasurfaces ultra fines, en expliquant quelques concepts généraux sur la mise en forme du front d'onde et me concentrant principalement, comme Alex a déjà dit, sur un article scientifique paru sur Science en 2011, comme l'une des premières démonstrations des mises en forme des faisceaux avec des métasurfaces plasmoniques. L'article a eu un fort impact au moins sur les activités académiques des nombreux groupes de recherche dans le monde entier dans les années suivantes. Et du coup, je vais montrer les principes des fonctionnements, les perspectives et les principales limitations, en citant brièvement aussi des autres travaux sur le sujet. Du coup, afin de plonger dans le concept de mise en forme de la lumière, commençons par un exemple simple. Supposons d'avoir un faisceau de lumière collimaté, comme un faisceau gaussien, ici en figure. C'est propageant le long d'un axe, bon, ici indiqué avec Z, dont ici on a les profils d'intensité. Maintenant, on sait bien que les champs électromagnétiques ont une quantité complexe, exprimée par une amplitude, ici indiquée avec A, et une phase phi. Si nous traçons la partie réelle de ces champs, comme ici, on peut observer des oscillations et la propagation du front d'onde le long de l'axe Z. Or, l'optique classique nous apprend qu'on peut contrôler complètement sa propagation en exploitant uniquement les termes des phases phi sans toucher à l'amplitude et par conséquent sans modifier l'énergie transportée par ces champs. Par exemple, si on introduit une couche mince et transparente à un certain point qui introduit seulement un saut de phase abrupt avec un profil des rampes comme ici, on peut incliner les faisceaux ou de la même manière, si on a un profil quadratique, on peut focaliser un champ avec une efficacité des transmissions, disons, de 100%, ou sans avoir de l'onde réfléchie. En pratique, il est difficile de réaliser un tel saut de phase sur une distance infinitésimale. Et dans les éléments optiques les plus connus, ces retards de phase se cumulent avec une propagation des éléments massifs, comme ici un prisme, par exemple pour défléchir la lumière, ou encore des lentilles pour focaliser la lumière. Ici, j'ai rapporté deux exemples, une lentille sphérique et une lentille de Fresnel, par exemple. Ou encore, plus en général, des autres exemples comme des réseaux de volumes, des réseaux blasés, ou l'application plus générale possible est probablement les modulateurs spatiaux des lumières. Maintenant, dans le cas de la propagation dans l'espace libre, tous ces éléments sont utilisés pour contrôler la lumière afin de coder des informations, de contrôler les faisceaux, de former des images, etc. Du coup, il constitue effectivement des blocs, des bases, si on veut, pour des applications qui vont de la microscopie à l'holographie, à la computation toute optique, etc. Du coup, il serait très intéressant de trouver des alternatives
pour reproduire exactement les mêmes comportements de la couche mince, du coup dans une échelle très fine, plutôt qu'avec des éléments massifs. Alors, avant de continuer, un bref rappel, on sait bien que la phase est une quantité périodique, du coup, tous les comportements que j'ai montrés ici, évidemment, on peut les obtenir même en enveloppant la phase entre 0 et 2π, comme le cas du réseau blasé ici ou des lentilles de Fresnel, par exemple. La première idée centrale de l'article que je vais présenter est d'introduire un déphasage dans une distance beaucoup plus fine que la longueur d'onde de la lumière. Les auteurs, dans ces cas, ils se concentrent d'abord pour l'application de la déviation du faisceau, en prenant, pour expliquer les principes de fonctionnement, l'exemple emblématique du sauveteur et de l'homme que Sinoa fait par Feynman pour expliquer les principes du mode d'action. Du coup, imaginons, supposons très brièvement que nous soyons les sauveteurs et qu'on devrait attendre l'homme dans le temps le plus court possible. Au lieu d'aller tout droit, il est plus pratique pour nous de faire la plus grande partie du chemin sur terre ferme, là où on va plus vite, et faire un chemin plus court en nageant dans l'eau, dans la mer, oui, là où on va plus lentement. Et ce qui nous conduit directement à la loi des Snell classique sur la réfraction qui relie les angles des rayons incidents et transmis avec les indices de réfraction, disons la vitesse avec laquelle on se propage dans les deux milieux. Maintenant, si on introduit un mur avec une hauteur qui varie, par contre, on introduit il sera, disons que pour nous, ce sera plus facile de faire une distance additionnelle sur Terre et arriver là où les murs est plus bas et après faire le reste dans la mer. Du coup, ça, ce profil de phase qui varie le long de l'interface introduit un terme supplémentaire dans la loi de Snell qui nous permet d'avoir un contrôle additionnel sur l'angle des ondes transmises dans le deuxième milieu. Maintenant, dans la communauté de l'optique diffractive, une idée similaire est souvent expliquée par la loi des réseaux. Supposons qu'on a une onde entrante dans un matériau indiqué ici avec NI qui frappe sur un réseau des fentes. Maintenant, l'onde arrivera à un tout point avec une phase différente et subira après une réfraction. Nous verrons à ce moment-là la formation d'un front d'onde continu seulement pour les angles auxquels tous ces ondes après interfèrent de manière constructive, qui signifie que les retards des phases cumulées est un multiple de 2π. Si on écrit la différence des phases pour chaque point et on fait un peu de trigonométrie, on retrouve la loi qui relie les angles transmis et incidents et les indices de réfraction dans les deux matériaux. Maintenant, si à chaque point on introduit un retard de phase supplémentaire, on comprend bien qu'on peut changer cette transmission et canaliser par exemple toute la lumière dans un ordre de diffraction spécifique. C'est le concept qui a été utilisé en passé, par exemple, avec des éléments diffractifs à plusieurs niveaux, comme montré ici à gauche, ou avec des réseaux binaires, ou encore plus récemment avec des métamatériaux. Maintenant, la différence principale avec les travaux sur lesquels on est en train de se focaliser, est que maintenant, on aimerait introduire on aimerait trouver des blocs élémentaires capables d'effacer brusquement et arbitrairement la phase de l'onde entrante dans une distance qui soit bien inférieure à la longueur d'onde de la lumière et d'échantillonner la phase avec ces éléments sur une distance dans le plan transverse qui soit inférieure encore à la longueur d'onde afin que la lumière perçoive cette interface comme continue. Une bonne option pour arriver à faire ça,
pourrait être, par exemple, de recourir à des résonateurs métalliques. En effet, par exemple, ici, on montre une tige métallique. Lorsqu'on excite cette tige par un champ externe, les électrons libres sont mis en oscillation. De manière similaire à un système masse-résor, et pour lesquels on sait bien que lorsqu'on excite un tel oscillateur harmonique avec une fréquence inférieure à sa résonance, la masse elle va se déplacer en phase avec les champs externes, et après cette fréquence, elle réagira hors phase. À la résonance exacte, nous aurions un pic d'oscillation d'amplitude et un déphasage des pi sur 2. Alors là, c'est le même concept qu'on voit ici par l'exemple de la tige métallique. On voit avec la ligne pointillée les pics en amplitude et les déphasages des 0 à pi. Maintenant, cela ça semble attractif pour notre objectif final, mais présente deux problèmes. Premièrement, l'amplitude n'est pas constante. Et deuxièmement, nous pouvons imprimer un profil de déphasage des pi au lieu que 2 pi qu'on avait montré au début de cette présentation pour avoir un contrôle complet sur les fronts d'onde. Dans l'article Science, les auteurs ont résolu ces problèmes en concevant des nanantennes en forme de petites baies, montrées ici, qui ont deux résonances, un mode symétrique et un mode antisymétrique. Et ils décident de travailler dans la gamme des fréquences entre ces deux résonances. Du point de vue géométrique, on voit que l'axe de symétrie de cette antenne est orienté à 45 degrés par rapport à la direction de l'onde incidente, de la polarisation de l'onde incidente, qui est indiquée ici en noir. Du coup, la polar incidence est dans la direction verticale, disons, et on se concentre, on filtre la polar cross-polarisée en sortie, c'est-à-dire le long de la direction horizontale. Maintenant, sur la base de cette intuition d'utiliser deux résonances, les auteurs effectuent une simulation numérique en balayant les paramètres géométriques. Dans le cas spécifique, la longueur de la branche métallique H et l'angle entre les deux, delta. Et pour chaque paramètre géométrique, il calcule numériquement l'amplitude du champ cross-polarisé, indiqué ici, diffusé avec la ligne horizontale, l'amplitude en haut et la phase en bas. Ces processus numériques communément appelés dans la communauté génération de la lookup table ou ABAC, et qui, disons, nous permet d'extraire un ensemble de blocs élémentaires appelés généralement métatomes avec une amplitude idéalement constante et une phase qui va de 0 à 2 pi. Pourtant, on voit ici qu'on constate qu'avec les 4 géométries qu'on trouve, qui se trouvent, si on voit bien, entre ces deux lignes pointillées qui représentent les deux pics de résonance des deux modes qu'on a cités avant. Avec ces 4 structures, on arrive à avoir une amplitude constante, mais une phase qui n'arrive pas à couvrir la plage 0,2 pi qui nous intéresse. Alors, les auteurs résolvent ce deuxième problème en faisant appel à la symétrie des métatomes. En effet, si on prend la structure au miroir, disons, de celle qu'on avait avant, et on l'excite toujours avec une polar verticale, on voit que les champs cross-polarisés, du coup horizontal, maintenant il est shifté de pi. On voyait avant, disons, que le long de l'axe X, disons, de l'axe horizontal, on avait un champ qui allait, disons ici, représenté de gauche à droite, et dans l'autre cas, de droite à gauche. Du coup, on introduit un déphasage additionnel des pi qui nous permet maintenant d'avoir une librairie, une bibliothèque d'éléments avec une amplitude constante et une phase qui couvre la totalité de la gamme 0,2 pi.
À ce stade-là, on a obtenu nos éléments et on peut les arranger, par exemple, pour former un profil de phase. Dans le cas de la déflexion des landes incidentes, on peut utiliser un profil en forme de rampe, comme représenté ici. Et les auteurs disposent, dans ces cas, 8 éléments, un côté de l'autre. Maintenant, si dans le cas idéal où ces éléments sont indépendants l'un de l'autre et on met à côté les champs diffusés par ces 8 éléments, on voit que loin de l'interface, ici sur l'axe Z égale 0, loin de cette interface, on devrait retrouver au moins un profil de phase uniforme et incliné d'un certain angle qui dépend évidemment de la taille de cette supercellule. Disons, la taille de cette supercellule, je vais l'indiquer prochainement avec la lettre gamma. Dans ces cas, les auteurs fabriquent plusieurs métasurfaces. Là, j'ai représenté par exemple une image MEB de ces réseaux blasés, avec évidemment un angle des réfraction attendue qui suit la loi de Bragg. Tous ces dispositifs sont conçus pour fonctionner dans le moyen infrarouge, à 8 microns spécifiquement, et j'ai représenté ici la caractérisation expérimentale. Du coup, ces métatomes en or sont posés sur un substrat de silicium. L'onde d'incidence arrive par les substrats à 8 microns, comme on a dit, avec un angle d'incidence θi. Et après, les auteurs mesurent l'onde réfléchie dans l'ordre 0 et dans le premier ordre diffracté, il appelle ça ordinary reflection and anomalous reflection. Et même en transmission dans l'ordre 0, indiqué après avec le nombre 0, et dans le premier ordre diffracté appelé anomalous refraction. Maintenant, vu qu'on contrôle la polarisation, la phase de la polare du champ cross-polarisé, si on arrive avec une excitation polarisée TE, on s'attend d'arriver à bien contrôler la phase de l'onde TM en transmission. Évidemment, cet angle-là, il va dépendre, pour la loi de diffraction, encore une fois, de la taille de la supercellule gamma. Ici, sur la droite, on trouve les résultats de cette caractérisation expérimentale. Alors, j'ai bien indiqué avec les numéros 0, 1, 2, 3, les ordres 0 et 1 en transmission et en réflexion. Alors, on voit bien que si on prend toutes les polarisations copolarisées, cross-polarisées, on aura une partie de la lumière qui effectivement sera défléchie comme on s'attend. Alors, pour expliquer les graphes un instant, on voit sur cet axe-là l'angle incidente et dans l'axe transverse, on voit l'angle du détecteur qui vient être déplacé dans le champ lointain. Et après, on voit évidemment dans la direction verticale l'intensité pour chaque ordre de diffraction. Maintenant, si on prend toutes les polarisations, on voit qu'il y en a effectivement une partie de la lumière qui est bien défléchie au premier ordre de diffraction, mais la plupart de la lumière, effectivement, reste sur l'ordre 0 ou encore plus important dans la réflexion à travers les substrats. Les auteurs reportent aussi dans le papier les rapports entre la transmission de l'ordre 0 et dans le premier ordre diffracté d'une valeur de 1 sur 3, disons. Après, la même librairie a été utilisée dans les années suivantes pour des autres types d'applications qui vont dans la génération des vortex à des lentilles dans le visible ou plus en général pour des hologrammes.
Avec ça, je passe vraiment aux conclusions. Avec cette publication, les auteurs ont démontré effectivement qu'on peut utiliser des antennes plasmoniques très fines, dans ces cas spécifiques, d'une épaisseur de 50 nanomètres, si je ne me trompe pas, très sub-longueur d'onde, pour introduire un saut de phase avec une distance sub-longueur d'onde aussi. On a vu qu'en utilisant deux résonances, on arrive à couvrir effectivement une bonne plage pour les contrôles des phases. Et les auteurs ont démontré un angle de déflexion maximale de 45 degrés. Par contre, ce type de résonateurs métalliques montre des fortes limitations. Première chose, il se base sur un mécanisme de résonance. Évidemment, tous les dispositifs, que ce soit des réseaux binaires ou des résonateurs, sont bien optimisés pour une certaine bande spectrale. Dans ces cas, les auteurs ils montrent un principe de fonctionnement à 8 microns, mais on ne connaît pas des comportements à de larges bandes. Ce type de dispositif, on a vu qu'il travaille bien avec la lumière cross-polarisée, mais effectivement, on doit filtrer toute la lumière copolarisée, et ça a un fort impact sur l'efficacité du dispositif. Et on a vu qu'effectivement, si on arrive avec une incidence disons, verticale par rapport à l'axe de la présentation, et horizontale, les dispositifs marchent bien, mais pour toutes les autres directions, effectivement, le dispositif n'est pas optimisé. Et finalement, on a montré une efficacité qui n'est pas loin d'être égale à 1 ou 100%. Et surtout, on travaille dans les moyens infrarouges, dans le visible, où les métaux ont encore des pertes plus fortes. On s'attend à une chute d'efficacité encore plus importante. Avec ça, je vous remercie pour l'attention. Je pense et s'il y a des questions, merci.